Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'écriture. Tu as ta première idée, tu as envie d'écrire ton roman, mais avant ça tu as besoin d'un peu de structure. C'est ce que nous allons voir dans cette première vidéo. Avant de voir comment structurer ton roman, il est important de définir deux types d'écrivains. Il y en a peut-être un peu plus, mais c'est les principaux types que l'on rencontre le plus souvent. Le premier, ça va être le jardinier, l'écrivain jardinier, qui ne va pas avoir besoin de structurer son récit, qui ne va pas avoir besoin de créer de fiches sur ses personnages, de fiches sur son histoire. Il va plutôt les laisser vivre, les laisser se rencontrer, les laisser évoluer d'eux-mêmes. S'il utilisait des fiches, s'il structurait un peu trop, il aurait peur de se retrouver dans une situation un petit peu étriquée et de ne pas pouvoir exprimer sa créativité. Le deuxième type que l'on rencontre également, c'est plutôt à l'inverse, ce qu'on va appeler l'architecte, qui lui a besoin de structure, qui a besoin de construire en amont toute son histoire, que ce soit sur ses personnages, sur le déroulement de son récit, pour dire de se sentir en sécurité. Il n'y a pas de bon ou de mauvais écrivain. Tu peux très bien réussir à écrire ton roman en étant un jardinier ou en étant un architecte. C'est juste que la méthode ne sera peut-être pas la même. Tout d'abord, il faut parler de la structure narrative. Structure narrative la plus classique que l'on retrouve dans un maximum de contes ou de récits de fiction. C'est 5 étapes qui composent ton récit. La première étape, la situation initiale, qui présente ton personnage dans son univers, dans ses habitudes, dans son quotidien. Au travers d'un prologue, par exemple, pour amener tout doucement ton lecteur à appréhender ton univers, ou à travers les premiers chapitres, le temps d'arriver à la deuxième étape, les éléments perturbateurs. Et alors, les éléments perturbateurs, il peut y en avoir un, il peut y en avoir plusieurs, à toi de voir en fonction de ton histoire. Ce sont des éléments qui vont commencer à faire sortir ton personnage de sa zone de confort pour le lancer dans l'aventure. Un questionnement interne, un ami qui est enlevé par quelqu'un et l'envie de le retrouver. Voilà, des choses qui vont faire que ton personnage n'est plus du tout dans une zone de confort. Une fois qu'il est parti à l'aventure, troisième étape, nous allons rencontrer des péripéties. Alors, nous, en tant que lecteur, toi en tant qu'écrivain, mais ton personnage va se confronter à des péripéties qui vont le retarder dans sa quête, qui vont l'amener à un questionnement, qui vont l'amener à douter de lui. Toutes ces péripéties vont amener ton personnage à la quatrième étape, qui est le dénouement, où ça va être le moment où ton personnage va découvrir les révélations qui vont lui être faites, où tous les nœuds de l'histoire vont enfin trouver une solution. Tout ça pour ramener après à la cinquième étape, la situation finale, qui est le retour à la normale de ton récit. Si tu es un jardinier, tu peux tout à fait te satisfaire de ce schéma tout à fait classique. Notamment parce que voilà, tu auras suffisamment d'éléments pour laisser vivre tes personnages, laisser vivre ton histoire sans trop t'étriquer. Si tu es plutôt architecte, c'est là qu'intervient la structure en 3 étapes que nous allons voir maintenant. La structure en 3 étapes, c'est un schéma, un modèle de structure qui est plutôt réalisé dans le cinéma ou dans les séries télévisées, qui peut aussi être transporté dans les récits de fiction littéraire. Pour t'illustrer un petit peu tout ça, je vais te parler de À la croisée des mondes, un roman que tu as peut-être déjà lu. Le premier tome, Les Royaumes du Nord, écrit par Philippe Pullman, et tu verras qu'on peut facilement s'y retrouver. Alors, le premier acte, c'est la mise en place de ton univers, la mise en place de ton personnage et de ton histoire. On y retrouve, comme le schéma classique narratif, une situation de départ dans laquelle ton personnage se trouve dans son univers le plus commun, avec ses habitudes. Dans le cas d'À la croisée des mondes, c'est notamment Lyra que l'on découvre dans son univers du Jordan College, avec ses cours, ses amis, et son petit côté intrépide qui l'amène à ne pas respecter ce que les adultes lui demandent. Il va y avoir ensuite un certain nombre d'éléments perturbateurs qui vont l'amener à sortir progressivement de sa zone de confort. Tout d'abord, l'histoire de la poussière, lorsqu'elle est cachée dans la penderie, lorsqu'elle découvre que son oncle, Lord Asriel, en parle au Magisterium qui pourtant refuse catégoriquement l'existence de la poussière, ça va l'amener à se poser des questions sur le monde qui l'entoure. D'autres éléments perturbateurs vont arriver également, comme par exemple les enfourneurs qui enlèvent les enfants dans l'entourage de Lyra jusqu'à son meilleur ami Roger qui est le fils d'un cuisinier.
L'arrivée à Jordan College de Mme Coulter, un personnage très atypique, très froid et pourtant fascinant de la manière dont elle est racontée dans le récit, qui va emmener Lyra là, vraiment physiquement en dehors de son univers, puisqu'elle l'emmène avec elle à Londres. Ces éléments perturbateurs vont amener le personnage à hésiter, à se poser des questions, et à en faire poser par la même occasion au lecteur. Notamment lorsque Mme Coulter propose au maître de Jordan College d'emmener Lyra avec elle à Londres, Lyra va se poser la question de savoir est-ce qu'elle doit partir à l'aventure, est-ce qu'elle doit quitter sa zone de confort, notamment encore plus quand le maître de Jordan College, tout juste avant le départ de Lyra, va lui donner la létiomètre, cette petite boussole remplie de symboles qu'elle n'est pas censée capable de déchiffrer, qui est censé lui permettre de connaître la vérité sur le monde qui l'entoure. Voilà, plein de choses, plein d'éléments de l'univers qui vont faire que voilà, le personnage va partir à l'aventure. Ces étapes sont progressives jusqu'à ce qu'on appelle l'appel à l'action, où le personnage va vraiment décider de lui partir dans sa propre aventure parce qu'il aura ses propres convictions ou ses propres choses qui vont le motiver à partir. Dans À la croisée des mondes, on va avoir ce moment où Lyra est chez Mme Coulter, mais elle va aussi découvrir, en faisant quelques recherches, que Mme Coulter a certainement quelque chose à voir avec l'enlèvement de ses enfants, avec les enfourneurs. À la suite de ça, elle va se rendre compte également qu'elle veut lui voler la létiomètre qu'elle a en sa possession. L'appel à l'action est là. Lyra va partir, va s'enfuir, et on arrive du coup au deuxième acte, qui est la confrontation. Deuxième acte, la confrontation. Cet acte, qui est normalement l'acte le plus long, mais bon, encore une fois, il n'y a pas de durée définie, il n'y a pas de choses définies, c'est vraiment ton propre ressenti qui va faire, qui va construire ces actes et les choses que tu veux raconter dans ton histoire. Dans ce deuxième acte, le personnage va rencontrer un certain nombre d'obstacles qui vont l'empêcher, qui vont le ralentir dans sa quête, qui vont le ralentir et qui vont surtout l'emmener dans une impasse progressive jusqu'à la fin de l'acte 2. Dans À la croisée des mondes, Lyra va rencontrer un certain nombre d'obstacles. Quand elle va s'enfuir de chez Mme Coulter, elle va se retrouver chez les gitans qui sont à la recherche des enfants enlevés par les enfourneurs. Lyra va rencontrer Iorek, un ours en armure qui n'a pas d'armure à ce moment-là, va l'aider à retrouver son armure et l'emmener dans son équipe, jusqu'à ce que Lyra arrive à Bolvangar, l'endroit où les enfants enlevés par les enfourneurs sont gardés. À ce moment-là, on est dans un axe qu'on appelle un peu un axe médian, un point médian du récit, où il peut y avoir un retournement de situation, une révélation qui va changer le personnage. Dans À la croisée des mondes, c'est plus ou moins ce qui se passe, puisque après avoir découvert les agissements des enfourneurs et du magistérium sur les enfants, et que Mme Coulter est sa mère et que Lord Asriel est son père, Lyra va rentrer un peu dans une rage folle, détruire Bolvangar et partir à la recherche de son père. À la suite de ce retournement de situation et de cette révélation, les obstacles qui vont s'enchaîner vont emmener le personnage dans une impasse. L'étau va se resserrer jusqu'au point final de l'acte 2. Lyra va partir à la recherche de son père, sauf que sur la route, elle va se faire enlever par des Inuits qui vont l'emmener chez le roi des ours. Arrivé à ce moment-là, on est quasiment au point final de l'acte 2. Puisque Lyra sait que son père est retenu prisonnier par les ours en armure. De ce fait-là, en consultant la létiomètre, elle sait que Iorek est en chemin pour aller l'aider, et du coup, elle décide de manipuler le roi des ours pour amener son ami Iorek à une confrontation qui pourrait l'amener à la mort avec le roi des ours. Là, le personnage est dos au mur. Elle ne peut plus faire marche arrière. Elle est quasiment à la fin de son aventure, elle le sait et elle ne peut plus reculer. On est à la fin de l'acte 2. La confrontation est terminée. On arrive ensuite à l'acte 3, qui est le dénouement ou la résolution. Progressivement, tous ces obstacles et le fait que le personnage principal soit acculé va l'amener à ce point culminant, ce climax, comme on l'appelle, qui est le point, la confrontation est obligatoire. Il faut passer par là pour avoir une résolution. Une fois que, dans La croisée des mondes, une fois que Lyra a réussi à retrouver son père pour lui donner la létiomètre, elle se rend compte que ce n'est pas exactement ce qu'il voulait. Il n'avait pas besoin de la létiomètre, il avait besoin d'un enfant pour créer un passage vers un autre monde.
Et c'est ce qu'il va trouver en la personne de Roger, le meilleur ami de Lyra qu'elle aura réussi à sauver des enfourneurs. Une fois ce point culminant atteint, les choses commencent à se calmer. Et on retourne tout doucement vers une situation un peu plus classique. Dans la Croisée des Mondes, encore une fois, c'est ce qui se passe. Une fois que Lyra a découvert les projets de son père et malheureusement a livré Roger, qui du coup va mourir pour permettre de créer ce passage vers un autre monde, c'est terminé. On arrive vers la conclusion de l'histoire. Conclusion, donc, on a tous les nœuds d'histoire, tous les nœuds en tout cas du premier tome, qui sont plus ou moins expliqués, en sachant très bien que voilà, certaines choses sont laissées en suspens pour les expliquer dans la suite des événements. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que l'histoire a eu un impact positif ou négatif sur le personnage, qu'il a été transformé, qu'il a changé par rapport à tout ça. Et c'est très important. Et la situation finale, le fin mot de ton histoire. Là, la question principale, c'est de te dire qu'est-ce que je veux que mon personnage et mon lecteur retiennent des aventures qu'ils viennent de vivre tous les deux. Et l'avantage de cette structure en 3 actes, c'est que ça va te permettre d'avoir une visibilité un peu en timeline, de manière chronologique, sur l'ordre des actions de ton histoire. Est-ce que du coup tu vas les raconter telles quelles? Est-ce que du coup tu vas un peu les mélanger pour donner des bribes? Ça, c'est à toi de voir. Il n'y a pas de structure définie par rapport à la chronologie de ton histoire. C'est à toi de définir les éléments que tu souhaites donner au lecteur pour qu'il puisse appréhender ton univers et t'accompagner jusqu'à la fin, lui donner envie de te lire. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura apporté des bribes d'informations, des choses qui te seront peut-être utiles. On se retrouve plus tard pour une autre vidéo. En attendant, n'hésite pas à t'abonner tout juste ici pour être averti des prochaines vidéos et également sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Je te mets le lien ici pour que tu puisses me retrouver. Je te dis à très bientôt.